Sans plus tarder, en fait, nous allons aborder notre premier thème de la soirée. C'est le SMIC Outre-mer et je vais laisser la parole à Max Dubois, président de RIDOM. Eh bien, merci beaucoup Erika. Derrière ce que nous avons fait, il y a une étude importante et que tout ce que nous allons projeter ici, que je n'ai pas nécessairement commenté, est à la disposition de tous les observateurs. On a un certain nombre de constats qu'on a fait. Il y a beaucoup de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, très rapidement, et on a 14% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté en Hexagone. On monte à 52% en Guyane, 34% en Guadeloupe, à peu près la même chose en Martinique, 42% à La Réunion et 77% à Mayotte. Ça parle. Alors ce SMIC de rattrapage, pourquoi ? Parce que, on peut revenir sur le slide d'avant d'ailleurs, aucun des 12 candidats à l'élection présidentielle n'envisage de supprimer les surrémunérations. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si aucun candidat nous dit qu'il faut enlever les surrémunérations, je vous rassure, chez RIDOM on est plutôt d'accord, il ne faut pas les supprimer. Ça veut dire qu'il n'y a plus de surrémunération. Et ça veut dire que le salaire surrémunéré, c'est en réalité la base du salaire. Et que les autres sont sous-rémunérés. C'est ça que ça veut dire. Si on a une crise dans les territoires d'outre-mer, elle naît d'abord sur les inégalités. Et si on ne règle pas les problèmes des inégalités, on ne va pas y arriver. Deuxième problème, c'est qu'il faut faire une différence entre des gens qui travaillent et des gens qui ne travaillent pas. Depuis toujours pareil, des décennies et des décennies, l'État fait du transfert social. On a deux mécaniques qui fonctionnent. En gros, l'économie de rente continue à fonctionner très bien. Donc les politiques publiques continuent à envoyer des sous pour paraphraser quelqu'un que je connais bien, un pognon de dingue toujours au même. Et de l'autre côté, on envoie des transferts sociaux quand les gens ne sont pas contents. Donc ça ne peut pas durer. Et il faut recréer également une envie de travailler. Pour ça, il faut payer les gens d'une manière convenable. Et avec 1 270 € par mois de salaire pour un SMIC, on n'y arrive pas. Donc voilà. Donc on s'est donc dit, est-ce que c'est possible d'augmenter le salaire, de fabriquer un SMIC qui est un SMIC donc de plus 20% par rapport au SMIC qui existe en France hexagonale. Combien ça coûte et qui paye? Donc, le qui paye, clairement, c'est l'État. Les entreprises n'ont absolument pas les moyens aujourd'hui de mettre 1 centime de plus, ça c'est très clair. Mais par contre, combien ça coûte à l'État? Est-ce que c'est possible? Puis quand on dit le SMIC, il faut penser à la totalité des salaires dans les territoires d'outre-mer. On ne peut pas dire on augmente le SMIC de 20%, puis les autres qui sont juste après le SMIC, on ne fait pas. Donc, nous avons chez RIDOM, commandé une étude. On a commandé une étude à Olivier Sudry, qui est à côté de moi. Peut-être tu veux venir rejoindre, Olivier. Donc, Olivier Sudry est maître de conférence à Paris-Saclay. Il est en même temps le patron d'un cabinet très connu qui s'appelle le cabinet DME, qui fait beaucoup de simulations économiques dans les territoires d'outre-mer et depuis 30 ans. Donc, Olivier, tu connais parfaitement ce dossier. Donc, quand je t'ai rencontré, je t'ai dit, bon, je veux augmenter les salaires de 1%. Ouh là 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 là. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va ramasser, qu'est-ce qu'on va prendre? Et on s'est mis à beaucoup travailler sur le sujet et je te passe la parole, Olivier, et tu vas nous expliquer combien ça coûte à l'État. Voilà. À toi, Olivier. Si on augmente le SMIC de 20%, que se passe-t-il dans l'ensemble des économies ultramarines, dans l'ensemble des départements plutôt d'outre-mer? Comment répondre à cette question? Que va-t-il se passer? Alors, il y a plusieurs solutions, la boule de cristal, le marc de café ou les entrailles de poulet séché. Nous, on utilise plutôt des modèles. On a amorcé, à la demande de RIDOM, en fait, sur le point de départ, c'est très simple. Et si on augmentait de 20%, c'est pas rien, 20%. Hein. Est-ce que tout le monde va bénéficier de ces 20%? Voilà. Non, pas tout à fait. Et Max l'évoquait, quand on est payé au SMIC ou jusqu'à 1,3 SMIC, oui, là, dans ces cas-là, on est majoré de 20%. Et puis, on le voit ici sur ce schéma que je ne vais pas commenter, hein, bien évidemment, quand son salaire est supérieur à 1,3 SMIC, eh bien, en fait, la prime, la surmajoration du SMIC va aller décrescendo et jusqu'à 2,5 SMIC, à partir duquel il n'y a plus de prime. Max le rappelait il y a un instant, qui va payer? Ça, c'est une chose vraiment très importante. Et on est tous tombés d'accord, effectivement, c'est l'État, parce que nous connaissons bien le tissu entrepreneurial des départements d'outre-mer. Nous connaissons aussi les difficultés d'une très grande majorité d'entreprises et surtout net de tout prélèvement obligatoire. On ne va pas donner dans une main ce qu'on va reprendre de l'autre. On est tous d'accord. 80% des salariés, de l'ensemble donc des départements d'outre-mer, y compris Mayotte, seraient bénéficiaires de cette mesure. 80% des salariés, c'est
en fait, un petit peu plus, mais on arrondit plutôt à la baisse, 250 000 salariés bénéficiaires de cette mesure. C'est directement du pouvoir d'achat en plus. En moyenne, pour les 4 géographies, ça fait à peu près 160 € par mois, mais pour les, je dirais, les salariés les plus modestes, ceux qui sont entre le SMIC et 1,3 SMIC, eux, ça leur fait 220 € par mois. C'est pas ridicule du tout. L'ardoise, elle est pas négligeable, 470 millions d'euros par an, bien évidemment. Eh bien, ça représente simplement 2,3% de ce qu'on appelle dans notre jargon l'effort budgétaire de l'État dans les départements d'outre-mer. L'ardoise, elle n'est pas si lourde que ça, 2,3%. Et puis, Max l'évoquait à propos de la surrémunération, alors cette fois-ci des fonctions publiques, qu'elles soient État, territoriales ou hospitalières outre-mer. On a essayé de regarder est-ce que par rapport à ces surrémunérations, qui sont de l'ordre de mémoire à peu près 950 millions d'euros pour la fonction publique d'État, ça représente la moitié. Si je peux me permettre, Olivier, là tu viens de parler du petit milliard d'euros que coûte la surrémunération pour la surrémunération des fonctionnaires de l'État, mais quand on regarde aussi la fonction publique territoriale, c'est un peu plus de 400 millions d'euros. Ça veut dire que la seule fonction publique territoriale pèse en surrémunération ce que nous demandons pour la totalité des salariés qui sont dans le domaine du privé. C'est bien ça? Exactement, tout à fait, absolument. Et c'est cette consommation qui va impulser, qui va redonner du tonus à nos économies qui en manquent malheureusement beaucoup en ce moment. Mais par des effets aussi de boule de neige, la consommation des uns, c'est la production aussi locale. La production locale, c'est aussi des revenus supplémentaires, c'est de nouveau de la consommation. Et quand on fait les comptes jusqu'au bout, eh bien, ce supplément ici injecté, aux alentours donc des 470 millions d'euros, se traduit par 720 millions d'euros de consommation dans les départements d'outre-mer. Quand on sait que la consommation des ménages, c'est le moteur de la croissance à court terme, là, on a appuyé sur le champignon. Et bien évidemment, les entreprises, elles vont être largement aussi bénéficiaires de la mesure, puisque une grande partie de notre consommation s'adresse aux entreprises locales. C'est 480 millions de valeur ajoutée, c'est 1,2% du total de la valeur ajoutée. C'est une croissance de 1,2%. Quand on cherche de la croissance, eh bien là, on la trouve. C'est très clair, très très clair. Il y a augmentation de la consommation, il y a augmentation de l'activité et forcément, il y a aussi soutien de l'emploi. Il y a à peu près 4000 emplois qui sont concernés, c'est-à-dire créés ou confortés. C'est à peu près 1% de l'emploi marchand. Et puis, dernier élément, et j'arrêterai là, rassurez-vous, sur ces aspects évaluation, Max évoquait, passez-moi l'expression, ce qui est une plaie de l'outre-mer. Ce sont les inégalités, qui sont non seulement socialement injustes, mais aussi qui sont économiquement inefficaces. C'est que quand on est inégalitaire aussi, on a la moindre croissance. Tout simplement, quand les revenus vont dans des poches qui sont déjà remplies, qui ne consomment pas beaucoup, parce que dans certaines catégories sociales, on est à satiété, eh bien forcément, cet argent, il n'est pas réinjecté, alors qu'ici, il va l'être. Eh bien, cette mesure, puisqu'elle va permettre justement aux salariés les plus modestes de bénéficier, ce sont eux, les plus modestes, qui auront les 220, c'est-à-dire vers les D1, D2, D3, D4, D5, eh bien, ça va réduire ces inégalités. Et ça les réduit pas du tout dans l'épaisseur du trait. C'est une mesure qui va réduire, on a tout mesuré le plus finement possible, 15% de réduction des inégalités. Je ne connais pas de mesure qui soit dans cet ordre de grandeur-là. Voilà ce qu'on pouvait dire de ces... Alors, cher Olivier, qu'est-ce qu'on va nous raconter dans cette affaire-là? On va nous dire que, évidemment, les mêmes vont en profiter et qu'il va y avoir une inflation. Déjà, on nous dit ça. On va nous dire, mais si vous donnez plus de pouvoir d'achat, ceux qui aujourd'hui sont déjà moi je les appelle, mais ça ne regarde que moi, les prédateurs économiques bien connus, vont se jeter sur ce nouveau gâteau. Et au fond, tout ce que nous sommes en train d'imaginer risque de passer par le fond, c'est-à-dire par le fond des poches de ceux qui sont déjà là. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Olivier, des moyens à mettre en œuvre pour garder cet argent-là en pouvoir d'achat? Et deuxième question, Olivier, nous sommes dans une période d'inflation. On voit aujourd'hui le coût des transports qui a fortement augmenté. Moi, je dis aussi, nous avons aujourd'hui une augmentation très importante des transports dans lesquels il y a encore quasiment un monopole. CMA-CGM aujourd'hui, qui a augmenté ses prix, fait aujourd'hui
18 milliards d'euros, 18 milliards d'euros de bénéfices par an en ce moment. En ce moment, 18 milliards d'euros. Donc, et pour autant, les boîtes sont de plus en plus chères. Donc, quand le transport augmente, ça veut dire que tout augmente à la consommation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher les gens qui sont en situation de monopole de dire « Oh là là, ils vont augmenter de 20%, mais ça va rentrer dans ma poche ». Et au fond, que notre mesure, elle ne sert plus à rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, deux choses. La première concernant l'inflation. Effectivement, actuellement, nous sommes dans un choc inflationniste qui touche l'ensemble des pays développés. Donc ça, ce choc, je dirais, ça rend encore plus nécessaire peut-être ce type de mesure. Parce que ce choc, on le sait, il frappe en premier lieu les familles les plus modestes, qui ont déjà du mal à finir les fins de mois. Et donc, en fait, quand les prix augmentent, elles augmentent encore plus pour les foyers modestes que pour les plus riches, qui ont quand même un matelas d'épargne et qui peuvent faire face éventuellement à un choc de prix plus facilement. Alors, c'est très, très compliqué. C'est une question, mais c'est une colle, il faut être honnête. Nous sommes dans un système d'économie libérale, nous n'encadrons pas les prix, donc on ne pourrait pas dire, voilà, on va majorer le SMIC outre-mer et on va bloquer les prix outre-mer. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est une information. On a la chance outre-mer d'avoir des observatoires, des prix, des marges et des revenus, et je crois que ces observatoires ont un rôle tout à fait important à jouer. Alors, c'est pas eux qui vont bloquer l'inflation, mais c'est eux qui vont siffler peut-être la fin de la partie sans dénoncer, mais en communiquant là-dessus. Il faut que peut-être que l'observatoire, qui aurait peut-être cette charge de mesurer les prix à l'importation, et qui sont là, c'est une inflation mondiale importée vis-à-vis de laquelle on ne peut rien faire, et puis de les mettre ensuite en comparaison avec les prix intérieurs. Et si on voit des dérapages, là, il y a peut-être effectivement des explications à demander à un certain nombre d'opérateurs. Il faut jouer groupé dans ces cas-là. Si on ne joue pas groupé, aucun des avantages que je vous ai présentés très rapidement, nous ne les aurons. Et c'est donc une politique publique, c'est donc une volonté politique qui peut régler en très grande partie en période électorale. Nous espérons que cette mesure sera reprise au bon par un candidat. Alors merci Max, et puis merci surtout Olivier Sudry pour votre intervention. Donc pour rappel, Olivier Sudry qui est maître de conférence à l'université Paris-Saclay, mais aussi économiste.